Donc nous allons commencer cette session où il s'agit de considérer le sol comme héritage, trait d'union entre ressources et mémoire. Donc c'est bien l'approche retenue pour cette session. C'est donc partir de la ressource locale, donnée et non choisie, selon les mots employés par Laura Girard, en tout cas trouver ou exploiter in situ, sur ou à proximité du lieu ou de l'architecture à édifier, pour faire en quelque sorte projet de mémoire. C'est donc entremêlé par la matérialité des sols, des existences, des gestes, des savoirs et des savoir-faire à des temps multiples. Donc pour donner à voir ces enchevêtrements de vie, de temps et de matière, aptes à faire terre commune, nous allons écouter 3 communications à suivre qui nous emmènent sur des territoires très contrastés, sur les conforts de l'Atlas au Maroc avec Julie Beauté, qui est à côté de moi, aux abords de l'Acropole et de la colline de Philopapos à Athènes avec Dimitra Kanelopoulou. Enfin, Laura Girard, notre 3e intervenante, nous emmènera à Toulouse, terre argileuse où se fabrique depuis l'Antiquité la brique foraine et qui confère à cette ville un paysage chromatique singulier, une matérialité historique parfois lourde à porter, donc à transmettre. Donc il s'agit de 3 sols explorés, expérimentés, travaillés, voire réinventés par des habitants, des artisans, des architectes, qui, par leurs actions conjointes ou additionnées, fabriquent les creusets de la mémoire collective à laquelle se mêlent somme d'histoires individuelles. Alors, je vais donc présenter notre première intervenante, Julie Beauté. Vous êtes doctorante en philosophie contemporaine à l'École normale supérieure de Paris, à l'ENS Ulm, au sein des archives Husserl. Votre thèse en cours, 3e année, donc questionne les cohabitations entre vivants, espèces humaines et non humaines pour penser l'architecture, le monde de demain. Pour cela, vous convoquez différents champs disciplinaires, la philosophie en premier lieu, mais aussi l'architecture et l'écologie. Et vos sources et corpus d'études s'appuient sur les humanités environnementales, les épistémologies féministes et la philosophie de terrain. Dans un colloque, on en a discuté hier, qui avait été porté entre autres par l'Université de Tours, qui s'était déroulé donc en décembre 2020 et qui s'intitulait « Espace à saisir ». Interstices et communs urbains, la ville à l'épreuve de l'interdisciplinarité, vous vous intéressiez au développement intense des espèces non humaines que l'on pouvait trouver dans les interstices urbains, délaissés par les humains, mis en attente plutôt que définitivement abandonnés. Ces lieux sont en effet le support de coexistence dense et enchevêtrée, non programmée ou planifiée par l'homme et qui échappent donc à leur contrôle. Et vous invitiez l'auditoire à décentrer le regard, mieux voir la vie qui se déploie dans ces espaces pour comprendre, voire renouveler notre conception des milieux urbains, en intégrant d'autres trajectoires que celles spécifiquement humaines, et ainsi penser la ville comme espace polyphonique et ouvert, donc en intégrant une part d'incertitude et d'inachevé dans l'architecture. Dans votre présentation d'alors, vous convoquiez déjà, si je me souviens bien, la pensée de l'architecte et anthropologue marocaine Salima Nagy, à travers son ouvrage « Architecture du bien commun pour une éthique de la préservation », paru en 2019, et sur laquelle vous allez maintenant plus amplement revenir. Vous vous penchez donc cette fois et à travers elle sur des attitudes humaines, celles oubliées dans le monde occidental et qui par certains aspects rappellent des attitudes d'autres vivants. Je veux parler de la collecte de matériaux glanés sur site, ici ceux des terres arides de l'Atlas et du Sahara, par des habitants usagers en vue de la construction ou reconstruction en commun de greniers collectifs. Cette communication que vous avez intitulée « Du sol à la solidarité », texture temporelle de l'architecture de collecte, donne à voir comment habitants, artisans et architectes, ici Salima Nagy donc, dont le rôle est réinterrogé, de sachante à garante d'une éthique du projet, eh bien, ces acteurs glanent, puis mettent en commun une matière endogène et vivante, concrétion de temps, pour faire architecture in situ, sans séparer conception et construction,
Le chantier étant vu ici comme un temps propice aussi à faire société. Donc je vous cède la parole pour 15 minutes. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour la présentation très bienveillante. Je vais vous présenter du coup un exposé à partir d'une lecture, comme l'a dit Géraldine, de Salima Nagy, de son ouvrage Architecture du bien commun, où elle enquête justement sur les greniers collectifs dans les communautés de l'Atlas et du Sahara au Maroc. Je vous en ai mis un ici. Les greniers collectifs qui sont des bâtiments traditionnels à vocation défensive et de stockage, donc pour stocker du grain notamment, qui appartiennent à un groupe solidaire. Et ces greniers sont constitués de cases individuelles qui sont agglutinées les unes aux autres dans une enceinte collective. Et donc ce sont ça, ces architectures du bien commun, dont une bonne partie sont encore en activité. Et donc Nagy, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va analyser cet objet architectural qu'est le grenier collectif en prenant en compte les conditions sociales de l'édification, les pratiques spatiales et les usages locaux. Et ce faisant, elle va valoriser des techniques vernaculaires. Et parmi ces techniques vernaculaires, il y a l'architecture de collecte. Donc l'architecture de collecte implique de collecter, de ramasser localement aux alentours du site des matériaux pour la construction. Et c'est au total une pratique de faire ensemble à partir des matériaux locaux et des besoins des usagers et des usagères. Donc dans cette technique-là, il y a une importance majeure d'un travail temporel qui est à l'œuvre dans l'architecture, aussi bien dans la construction que dans le devenir des bâtiments en eux-mêmes. Et donc, ce que j'aimerais faire ici, c'est d'analyser le rapport au sol de l'architecture de collecte et les manières dont l'architecture peut intégrer des formes d'historicité, du territoire et des matériaux. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est développer un concept de sol en creusant la notion de matérialité historique que je tire d'une historienne qui s'appelle Alice Ingold, sur laquelle je reviendrai. Au sens où la matière semble déjà porteuse de son propre devenir temporel et historique. Donc, pour résumer, la question que je propose ici, c'est comment développer un concept de sol susceptible de rendre compte de la texture temporelle de l'architecture de collecte. Et pour ce faire, je développerai une réflexion en deux temps. Je mettrai en évidence que la collecte des matériaux peut être pensée comme une pratique endogène, et ce qui m'amènera à mettre en évidence les enchevêtrements temporels de l'architecture de collecte. Et j'indique ici que j'ai mis pas mal de photos des photographes c'est quoi leur prénom ? Ana Cabrera et André Albarrán, qui sont des photographes espagnols dont le travail explore justement des questions de matérialité. C'est vraiment un travail fascinant que j'ai mis ici à titre de rêverie suggestive. Donc, tout d'abord, la collecte des matériaux, une pratique endogène. Donc, l'architecture de collecte implique, comme je l'ai dit, de ramasser, de rassembler collectivement des matériaux aux alentours du site. Par exemple, dans le cas des greniers marocains, on a les bâtisseurs et les bâtisseuses qui collectent les pierres, la terre et le bois sur place. Donc, c'est bien une construction participative et collective d'un bien commun par les usagers et les usagères du village et non par des employés issus de l'extérieur. Et donc, au total, on a une pratique architecturale qui va replacer tout bâtiment dans son contexte territorial, social et environnemental afin d'éviter des dynamiques de rente des décideurs extérieurs. Et l'objectif, c'est bel et bien de garantir le bien-être des communautés. Et donc, là je vous ai mis à gauche des dessins de types de greniers différents et à droite une vue du ciel de Tishk-Moudine où on voit au milieu le grenier collectif. Et donc, cette architecture de collecte implique un double pas de côté. D'un côté, on a une relativisation de la place hégémonique de l'architecte dans ses constructions, puisqu'on a un rôle très important des maîtres maçons et des doyens, notamment dans ces chantiers. Et d'autre part, on a un refus des projets de bâtiments qui seraient faits de toutes pièces avec des matériaux importés. Donc, il y a véritablement une réflexion paysagère qui s'oppose à un esprit de standardisation, où on accentue sur l'importance de la topographie, on fait de la recherche sur les matériaux, on fait de la recherche sur des modalités d'inscription du geste architectural dans l'environnement, et le tout sans hiérarchie des matériaux et des techniques. Par exemple, on va insister sur l'emploi traditionnel de la terre crue, et le tout avec une certaine continuité visuelle des paysages et des paysages de la région. Donc, comme on le voit ici, alors à gauche le grenier d'Agueloui qui s'inscrit véritablement sur le site, et à droite un autre grenier à Amtoudi avec à chaque fois les murs des greniers qui épousent les formes du paysage.
Et donc l'architecture de collecte, dans ce cadre, elle n'est pas un projet abstrait, indépendant et imposé de l'extérieur. On a véritablement une architecture qui émerge du sol à partir des matériaux collectés, sans rupture écologique avec le milieu, et avec une construction qui est bel et bien guidée par le site. Et c'est ça qui m'appelle à mettre en évidence une certaine opposition entre domination exogène et pratiques endogènes que je vais essayer d'expliciter et de défendre. Donc, on aurait d'une part une domination exogène qui renverrait à une expertise ingénierique du projet moderne et qui renverrait aussi à l'achat de matériaux importés. Et ça, dans le cas du Maroc, c'est une vision qui n'est pas indépendante de l'histoire coloniale qui a marqué l'architecture marocaine. Et donc, cette domination exogène implique un rapport au milieu en termes de détachement et un rapport au sol en termes de disponibilité. Et d'autre part, on aurait des pratiques endogènes qui s'appuieraient sur des savoirs incorporés locaux et sur la matérialité du site. Et donc ça, ces pratiques endogènes, elles invitent à ne pas agir sur la Terre comme si on en disposait en surplomb et de l'extérieur, ou comme dirait Arendt, comme si on en disposait d'un point de vue extérieur, comme dans un point d'Archimède cosmique. Mais il y a véritablement un appui sur les rugosités et les aspérités depuis les sols eux-mêmes et sur leur matérialité. Donc cette opposition peut paraître un peu caricaturale, mais ce n'est pas une opposition entre tradition d'une part et modernité d'autre part, entre patrimoine et création. Mais avec cette opposition, ce que j'aimerais faire, c'est illustrer des rapports au sol qui sont différents. Et donc, avec des pratiques endogènes qu'on voit dans l'architecture de collecte, on a... Ah oui, non, je vous ai mis ici justement... Une inscription des territoires, donc le grenier d'Idaïssa, qui s'inscrit justement avec ses terrasses dans le paysage, et une autre vue zénitale à droite où on voit aussi une certaine continuité avec le sol. Et donc, on a une pratique collective et locale et une gestion commune du lieu qui amène à penser une certaine forme de communauté politique et une solidarité, mais pas une solidarité générale, une solidarité écologique, donc que je tire du travail d'Alice Ingold dans l'article que je vous ai mis ici. Donc c'est une solidarité non pas entre des volontés subjectives propriétaires, mais une solidarité entre les vivants, les matériaux et les terres. Et ça appelle à une défense d'un rapport entre les humains et les humaines et les non-humains ou autres qu'humains. Et donc, il s'agit plus... c'est un passage, en gros, du modèle de la représentation au modèle de la matérialité, puisqu'il ne s'agit plus de donner voix aux choses, mais justement de faire avec, dans et avec l'épaisseur du sol, où les choses sont déjà des partenaires et des agents. Et donc, c'est cette notion d'agentivité des choses, d'agentivité de la matière, que je vais essayer d'analyser dans le deuxième temps, sur les enchevêtrements temporels de l'architecture, puisque c'est cette temporalité, cette épaisseur temporelle qui me permettra de mettre en évidence cette agentivité. Donc, dans l'architecture de collecte, il y a une épaisseur temporelle du phénomène architectural. Donc déjà, l'architecture de collecte, elle s'oppose à un projet de double réduction, un projet de réduction de la nature et un projet de réduction du territoire, projet de réduction de la nature à ses seules composantes naturalistes et à un projet de réduction du territoire à deux dimensions, à une surface fixe, plane, mesurable, exploitable. Et donc, au total, ça s'oppose aussi à une hégémonie qui serait rationalisante et fixatrice. Et au contraire, ce qu'on peut faire avec Alice Ingold, toujours, c'est d'insister sur la dimension historique et l'épaisseur temporelle. Donc, ce faisant, il s'agit d'étudier des processus de construction et de destruction aussi, et la texture complexe et enchevêtrée de ces architectures de collecte. Et donc, plus précisément, pour cette texture temporelle complexe et enchevêtrée, j'ai essayé de dégager dans le travail de Nagy sur les greniers collectifs différentes strates de temporalité. Mais ces strates de temporalité sont enchevêtrées, donc je vais les dégager, mais elles se mêlent, elles ne sont pas du tout hermétiques les unes aux autres. On aurait le temps des matériaux, le temps du chantier et le temps des histoires. Donc pour ce qui est du temps des matériaux, il renvoie à la préexistence des sols et des matériaux. Donc que ce soit des matériaux organiques ou inorganiques. Donc Nagy, elle insiste beaucoup sur la durée de vie spécifique des matériaux selon les matériaux et selon les techniques qu'on emploie. Par exemple, un mur en pisé peut tenir plusieurs siècles, un mur de briques de terre plusieurs décennies, tandis que les toits terrasses, il faut les entretenir régulièrement puisque l'eau et la neige abîment la structure.
Et donc, l'architecture de collecte, dans ce cas, vis-à-vis du temps des matériaux, c'est une pratique qui est soucieuse du devenir des matériaux. Il y a beaucoup de réemploi, il y a beaucoup de valorisation des ressources renouvelables et de valorisation des déchets. Et ça montre bien un potentiel qui est génératif et régénératif des matériaux. Et grâce à cette forme d'agentivité, on peut même penser que les matériaux façonnent en eux-mêmes les bâtiments. Ensuite, on aurait le temps du chantier qui renvoie à l'agencement en train de se faire des matériaux. Donc, le chantier, c'est une démarche de faire ensemble qui est souvent imparfait, toujours tâtonnant, mais qui permet finalement à l'architecture de prendre forme. Et l'importance du chantier, ça a insisté là-dessus. Ça appelle aussi à remettre en cause la dichotomie qu'on peut voir souvent entre conception d'une part et construction d'autre part, et avec la division des tâches que ça recouvre, à savoir les architectes, pour caricaturer, les architectes d'un côté, les artisans et les maçons de l'autre. Donc remettre vraiment en question ça, c'est insister sur le temps du chantier. Le temps du chantier qui s'oppose à la temporalité du projet. Par exemple, quand Salima Nagy décrit les chantiers des greniers collectifs de restauration ou de construction, elle montre bien que ce n'est pas un projet linéaire, qu'il y a souvent des allers-retours entre le dessin, le terrain, les conversations, le dessin, le terrain. À chaque fois, c'est tout le temps des allers-retours comme ça. Et donc, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a une articulation de manière poreuse de la théorie et de la pratique, de la conception et de la réalisation, et du spéculatif et de l'empirique. Et moi, ce que je vois en tant que philosophe là-dedans, c'est que cette question du chantier, elle pourrait bien permettre d'inspirer la pratique du terrain en sciences humaines et sociales. Donc, si vous voulez discuter de ça, je serais très heureuse, mais là, j'ai pas trop le temps. Et ensuite, on aurait, après le temps du chantier, on aurait le temps des histoires, qui renverrait à la transmission des savoirs et des savoir-faire, à la question du récit, comme on en a parlé ce matin, et qui renverrait aussi à des dynamiques de patrimonialisation et aux résistances à ces dynamiques de patrimonialisation. Donc on voit là toute l'importance de la narration, au sens où les vivants, les choses et les sols, ils deviennent porteurs de leurs propres histoires. Et donc avec la narration, ça peut être une méthode pour chercher le point de vue des humains et des humaines, le point de vue des autres humains, pour chercher de nouveaux motifs au-delà des regards dominants. Et là, je pense notamment à la notion d'histoire vivante défendue par l'autrice de science-fiction Ursula Le Guin dans La théorie de la fiction Panier. Dans tous les cas, ces enchevêtrements de temporalité. Ah oui, alors là, à gauche, je vous ai mis un grenier qui a été abîmé par l'eau, où on voit les sillons d'eau creusés dans la roche, et à droite, l'image d'un chantier sur un éperon barré, donc sur un isthme. Donc, tous ces enchevêtrements de temporalité invitent à penser la détérioration, au sens où l'architecture réagence synchroniquement et diachroniquement les éléments du milieu dans des cycles de vie et de dégradation, de collecte et d'effondrement. Donc on a bien l'idée que les matières se font matériaux et les matériaux retourneront à la terre. Donc même quand on a des lieux abandonnés, enfin des lieux apparemment abandonnés, il y a toujours une activité à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'à partir de Anat Singh, je propose cette opposition suivante, cette distinction suivante des ruines d'une part et des lieux abandonnés d'autre part, puisque les ruines sont bien des lieux d'occupation active et inventive des espaces en partie délaissés, tandis qu'on parle d'abandon que du seul point de vue des ressources, c'est-à-dire dans un cadre qui opposerait la ressource à exploiter d'une part, du reste, entre guillemets, perçu comme une mauvaise herbe d'autre part. Et donc les ruines des greniers marocains, il y a vraiment des enchevêtrements de vie et de mort dedans. Et donc, avec l'architecture de collecte, il y a vraiment une détérioration qui est acceptée et intégrée à la conception et aux constructions. Et donc, ça invite à penser l'architecture dans des temps longs et au sein de systèmes ouverts. Et donc, alors là, je vous ai mis justement 2 temps d'une restauration de Nagy. À gauche, ça a été abîmé par les pluies, et à droite, c'est juste après la restauration. Et donc, pour conclure, à partir de tous ces éléments-là, ce que fait Salima Nagy, elle remet en question des paradigmes qui structurent le projet architectural. Donc, par exemple, elle propose un abandon de la distinction entre tradition et modernité. Elle insiste sur un continuum de la production et des pratiques constructives. Elle en appelle à articuler la réflexion et l'action, notamment en soutenant que la pensée architecturale émerge du chantier et non pas du dessin.
et elle s'oppose à certaines formes d'esthétisation du patrimoine qui porteraient justement sur les bâtiments un regard fixateur aux dépens des communautés vivantes. Et donc l'architecture, dans ce cadre, est vraiment pensée comme un objet processuel qui est intégré à l'environnement et comme une co-construction territoriale avec des agents notamment plus qu'humains. Donc par rapport à la présentation d'Adrien tout à l'heure, je me situe plus dans le sol et l'agentivité des sciences humaines, des humanités environnementales, pardon. Et donc, on aurait une texture temporelle de l'architecture de collecte, avec des importances des cycles de vie des bâtiments comme des matériaux. Et donc, ça amène à penser justement l'architecture, le faire architectural, comme un processus de croissance dans un monde de matière active. Donc là, je m'appuie sur Tim et non pas Alice Ingold dans le faire. Donc on a un processus de croissance où construire, c'est finalement s'insérer dans des dynamiques déjà en cours, c'est ajouter sa propre force aux énergies déjà en jeu. Donc sol et matériaux, dans ce cadre, sont bel et bien indisponibles, car toujours déjà pris dans le cours d'une histoire. Et donc on a une porosité entre le biotique et la biotique, et on peut percevoir le sol non pas comme inerte et passive, mais comme vivant. Et donc, dans ce cadre-là, l'architecture de collecte invite à prendre au sérieux les métamorphoses du sol et à entrevoir que la matière s'avère vibrante et l'architecture vivante. Et je vous remercie de votre attention. Merci Julie. Vous êtes parfaitement dans les temps. Sur les questions justement de chantier et de ce temps du chantier, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir dans justement les échanges. Donc je demande à Dimitra de descendre. Donc Dimitra, vous êtes architecte ingénieur de formation diplômé de l'École nationale d'ingénierie et d'architecture d'Athènes. Vous avez décidé ensuite de prolonger votre formation en France et en urbanisme au sein de l'École nationale des ponts et chaussées. Et vous avez engagé un parcours de recherche autour des politiques d'aménagement d'espaces publics, mais aussi de leurs pratiques, notamment par la marche. C'est ainsi que vous soutenez en 2015 à l'Université Paris 1 une thèse de doctorat qui a pour titre « La marche plurielle, aménagement, pratique et expérience » au Centre historique d'Athènes. C'est une étude qui est centrée sur la période 1970-2010. Dans ce travail, vous évoquez très brièvement, de ce que j'en ai vu, je crois, parce que hors temporalité de votre étude, le travail singulier de l'architecte paysagiste Dimitris Pikionis, concepteur atypique à qui l'État grec confie dans les années 50, et alors que s'amorce le développement touristique de la Grèce, l'aménagement d'une promenade autour de l'acropole, et dont vous allez nous parler aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que vous êtes par ailleurs maîtresse de conférence à l'École nationale d'architecture de Paris-Malaquais, dans le champ Ville et Territoire. Vous enseignez en tant qu'invitée dans d'autres sphères et en tant que chercheuse, vous êtes principalement rattachée au laboratoire LIAT et chercheur associé à l'UMR Géographie City. Alors, dans le cadre de ce colloque, vous opérez donc une forme de retour en arrière dans vos travaux sur Athènes, en nous donnant à voir et à comprendre le travail complexe et poétique mené autour de la colline du Parthénon, cette promenade paysagère et mémorielle, réalisée donc par Dimitris Pikionis, architecte grec assez peu connu, disons, hors de son pays, dont la biographie historique reste à faire, ou en tout cas à revisiter selon les dires de l'architecte Yannis Thiomis, qui revient longuement sur la vie, le parcours de ce peintre architecte dans un article paru post-mortem en 2019 dans la revue électronique du CRH, l'atelier du Centre de recherche historique. Alors, Pikionis fait partie, je cite Thiomis, de cet ensemble de poètes, de littéraires, de peintres, mais aussi moins nombreux d'historiens, qui réinventent la grécité, cherchent l'identité de l'art grec à travers le mariage entre la langue, les arts populaires et les mouvements modernes européens de l'époque. Alors, comme Thiomis, vous revenez sur la propre écriture de l'architecte, une autobiographie qui est parue en 1958, sur d'autres micro-biographies écrites souvent par ceux qui l'ont approché et côtoyé, notamment lors de l'hommage qui lui a été rendu pour le centenaire de sa naissance et qui avait donné lieu à une publication 2 ans plus tard.
D'ailleurs, lors de l'échange, vous pourrez peut-être revenir et expliquer pourquoi vous avez souhaité faire 3 entretiens avec des architectes qui ont donc écrit sur lui ou qui ont travaillé, enseigné avec lui. Mais vous cherchez aussi à confronter ses écrits et ses paroles aux dessins produits par l'architecte et à différentes photographies de ce sol, certaines datant de l'époque de la réalisation, d'autres prises par vous-même, d'ailleurs lors d'un retour sur site que vous avez effectué. Alors, comme dans la communication précédente, le projet de sol qui fait paysage, pour Piccionis des chemins narratifs, se façonne collectivement en récupérant ça et là des morceaux de la ville qui s'en va, que les artisans retaillent et insèrent, mêlent au sol naturel au cours du chantier, pour fabriquer dans une forme d'improvisation et d'imperfection cette promenade aux arrêts judicieusement choisis pour embrasser le paysage. Donc vous allez maintenant nous raconter en quoi ce parcours temporel et mémoriel vise l'universel à travers la communication que vous avez intitulée « Spolia, Topos, Mnémée, la poétique du sol » dans les travaux de Dimitris Piccionis. Merci Géraldine pour cette introduction très très détaillée. Je suis touchée, ça nous arrive rarement d'être introduit comme ça au colloque. Merci pour l'invitation, pour être là et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Donc je commence directement à présenter ces recueils de pensées finalement que je voudrais partager surtout avec vous aujourd'hui. Dimitris Piccionis en 1935 écrit dans son texte Topographie sentimentale: en arpentant cette terre, notre cœur s'est rempli de la joie du mouvement. Savoir être et se mouvoir dans les lieux nous conforte toujours à ses forces de destruction et ses forces de création. Piccionis avoue vouloir être peintre et pas architecte, mais il s'engage depuis tôt dans l'architecture pour accéder à des missions alimentaires. Comme lui, il dit, il obtient son diplôme d'ingénieur à Athènes en 1908 et part à Munich pour étudier le dessin et la sculpture. Puis à Paris, à l'Académie de la Grande Chaumière, avant de retourner en 1912 en Grèce. Sa première réalisation, la maison Moraïti, dans la région athénienne, est une œuvre qui emprunte des éléments de l'architecture populaire athénienne de l'époque. Et avec son deuxième projet, on voit en bas une école élémentaire à Pefkakia, toujours à Athènes. Piccionis réalise ce qui sera par la suite caractérisé comme une des premières œuvres d'architecture moderne grecque. Plus tard, lui-même, il dénonce ces projets en les considérant trop abrupts par rapport au dialogue qui engage avec les paysages et le sol. Piccionis embrasse l'austérité du modernisme qui s'accroît à l'époque en Europe, mais cherche à lier l'esprit œcuménique à un esprit du lieu, du paysage méditerranéen. Ses voyages dans les villages continentaux de Macédoine les mettent en contact avec des architectures vernaculaires, l'art populaire. En vue du 4e Siam, une partie duquel se déroule sur le fameux bateau Patrice qui part de Marseille pour Athènes, Piccionis publie un court texte qui s'intitule « À propos d'un concret » où il expose ses visions sur les rapports entre les mouvements internationaux et le contexte, la notion du contexte. Et là, il critique de manière diplomatique Le Corbusier en disant, je cite, « un œcuménisme dévastateur de la panacée du ciment gris ». Dans les travaux de Piccionis, l'architecture se forge à travers des influences locales, se mêle avec des figures classiques, des symboles, des éléments naturels, de l'environnement spécifique, d'où découle, selon Piccionis, toute forme de la civilisation contemporaine. La même époque où Le Corbusier traverse la Méditerranée vers l'Est, Piccionis choisit de partir, quitter Athènes et de partir pour étudier à Munich. Quand l'architecte est missionné pour concevoir et réaliser les itinéraires à Philopapou, Athènes est en pleine effervescence de reconstruction après plusieurs années de guerre et de stagnation des années 50. Finalement, introduisent une époque de fort optimisme, on dirait, et d'un État qui se porte, un État moteur de grands projets territoriaux. Konstantinos Karamanlis, ministre des Travaux publics à l'époque, lance des projets de longue haleine, investissant notamment sur le tourisme et les infrastructures. Le dialogue avec l'international guide les pas des architectes modernes des années 50. J'ai mis ici deux sujets de Konstantinidis et de Valsamakis en bas, des architectes qui sont plus connus que Piccionis à l'international. Mais en même temps, paradoxalement, Piccionis est le précurseur du modernisme, ce qu'on appelle le modernisme grec, et en même temps, c'est lui qui sera le plus fervent contradicteur de ces mouvements.
Karamanlis appelle alors Pitionis pour réaliser l'aménagement des sentiers qui mènent vers la colline et les temples du Parthénon. Au lieu de livrer des plans, Pitionis, des plans d'études, avant le démarrage des travaux, il envoie des textes avec ses réflexions, ses convictions, refusant de mettre sur le papier toute tentative d'un plan global. Dans ses nombreuses controverses par correspondance avec Karamanlis, il dira « Monsieur le Président, je ne vous dis pas comment exercer vos fonctions, laissez-moi libre d'exercer les miennes comme moi je pense ». Pour Pitionis, ces projets à l'Acropole est un virage et une opportunité en même temps, car il est délibéré des contraintes programmatiques ou constructives et il met en œuvre ses expérimentations et pensées concernant ce qu'il appelle un acte paysager. Son travail, spontané, charnel, poétique, minutieux, attire les regards des architectes et historiens de l'époque. Quelques années plus tard, Konstantinos Doxiadis se référa aux enseignements de son maître dans certains passages de son ouvrage intitulé Architecture in Transition, publié en 1963. Et on voit à droite que Pitionis, et c'est assez touchant, Pitionis qui était le maître de Doxiadis à l'école polytechnique d'Athènes, enfin, l'enseignant, à l'époque c'était des maîtres, il est très admiratif du travail de Doxiadis sur les angles de vue par rapport au placement des bâtiments dans l'Antiquité, et il utilise ce système, la thèse de Doxiadis, pour ses projets dans les années 50. Pitionis aborde l'acte architectural avec les mêmes outils qu'un peintre utilise face à sa toile. La forme de chaque tracé au sol, le placement de chaque émarchement, le choix de chaque cadrage de vue rappellent des gestes d'un pinceau. La zone d'intervention est stratégique car elle se trouve sur l'endroit des rencontres finalement de deux collines antiques, celui d'Acropole et celui de Philopapos. En rejetant chaque idée de renaissance du passé, Pitionis part du sol pour dessiner un itinéraire liturgique, presque on dirait, qui se subordonne à l'œuvre monumentale de Parthénon. Sa démarche consiste à observer, à se rapprocher du sol. Il expérimente des outils de création des relations spatiales, la profondeur de champ, les cadrages. Il improvise les dessins, il juge in situ la découpe de pierres et il dialogue avec les artisans sur place. Je cite « Tu connais mieux, fais-le comme tu le sens. Moi, je te donne une idée, mais toi, tu le placeras mieux. » Travaillant sur le site avec une équipe d'étudiantes et de tailleurs de pierre que lui-même choisit et amène de différentes régions en Grèce, il conçoit les projets en même temps où il les réalise. En employant une technique laborieuse de pavage, on dirait à la carte, l'équipe balise comme ça des séquences de la promenade et taille mètre par mètre le chemin. Le projet paysager tel qu'il est défini par Pitionis prend la forme d'une matrice de sentiers pavés avec des spolias anciennes, modernes. Pitionis récupère des matériaux pauvres dans les ruines urbaines modernes, des balustrades, des acrotères, des appuis de fenêtres et inscrit les itinéraires dans le prolongement des sentiers existants parcourus depuis des siècles. En partant de la conviction que les lieux délivrent seuls tous les éléments nécessaires du projet, l'architecte arpente tous les jours les sites, étudie cette topographie, les vues, les ambiances et propose finalement une promenade qui se déploie parmi les buissons, les oliviers et les ruines antiques. Le projet a un caractère fragmentaire, mais rythmé, rassemblant un langage narratif, on dirait. Il se découvre, et c'est là Pitionis le défend, de ne pas suivre, c'est-à-dire une méthodologie en amont dans la conception. Les traits tracés, modélés sur le sol, par le sol, oscillent entre gestes d'une maçon et traces temporaires d'un mouvement. La manière dont Pitionis revendique la matérialité de son projet dépasse l'usage du matériau et émerge en soi en un acte de spiritualité. Pitionis écrit en 1925. Notre temps est si appauvri que nous devons se pencher sur le sol et ramasser les dernières miettes d'un autre temps. C'est là où il se trouve la forme. Loin des contraintes programmatiques, Pitionis cherche à établir une relation profondément corporelle avec les sites, le sol. Les multiples dessins, motifs déployés sur le sol, sont lisibles que par les yeux qui ont la capacité, selon Pitionis, et la volonté de regarder de près. Parfois très affirmatif, parfois en retrait, en se transformant en substrat rocheux, les pavages brisent la frontière entre ce qui était toujours là et ce qui vient de s'ajouter. Il déploie ces matériaux, pierres, marbre, tuiles, par terre, en avançant méticuleusement, en agençant, en articulant des éléments parfois posés, parfois imbriqués dans le sol. Chaque matériau se fond dans les paysages et se sculpte par deux forces, celle de la main, de l'artisan, et celle de la nature du sol. Parmi les roches se trouvent imbriqués des hiéroglyphes, un tas de symboles et de formes invitant ainsi à un rapprochement de l'œuvre aux créations de Miro et de Kandinsky. Selon Pitionis, un arbre, un arbuste, un rocher sont des artefacts de la nature et de l'histoire.
L'architecte essaye ainsi de décrire les paysages littéralement en sculptant le cours d'eau qui accompagne la topographie. La surface sculptée guide, conforte, on dirait, les pas du marcheur et guide son regard. Le béton est utilisé de manière auxiliaire, permet cependant des riches variations visuelles selon les procédés et son utilisation. Pierre de la région, bordure de trottoirs en marbre, récupérée dans les sentiers de revêtement d'espaces publics à Athènes, dalles de calcaire polygonales et tuiles de maisons néoclassiques écroulées forment le canevas du projet. La douceur de nivellement, les motifs décoratifs parsemés sur les chemins, brodés par des rochers, les pierres, le manque d'un ordre lisible démontrent une volonté de diluer finalement l'œuvre dans l'environnement. Comme Lejeune et Sabatino le soulignent, le projet abordé de telle manière affirme encore une fois la conscience que Pikionis a du positionnement géographique et culturel particulier de la Grèce entre l'Est et l'Ouest. Les séquences des itinéraires entre les plantations activent de points de vue et amènent les regards à deux mondes parallèles, celui d'un paysage en transformation brutale, la ville contemporaine d'Athènes, et celui d'un passé en latence. L'itinéraire s'étisse à travers plusieurs lieux de repos, d'arrêt, de pause. L'alliage, l'improvisation, l'hésitation sont des forces créatrices dans l'esprit de Pikionis, qui donnent une importance majeure au projet de plantation de la colline afin de restituer, dans la mesure du possible bien sûr, les paysages arborés et herbacés d'Attique. L'intérêt de l'architecte pour le palimpseste mémoriel du sol se reflète dans sa manière de tisser le projet comme une synthèse d'images et de ressentis, s'éloignant en tout cas de toute idée de conception d'un plan de masse. Pikionis revendique une architecture du lieu, comme un réceptacle de vécu, une architecture orale d'improvisation, comme un pianiste de jazz, disait Yannis Tsiomis. Il se tourne vers la traduction, les traductions du lieu, car il voit des mnémés, des souvenirs, des mémoires collectives, et il s'inspire de celles-ci lors des premières intuitions du projet. De modestes constructions comme celle-ci, le pavillon de Lumbadiaris, rythment à leur tour les séquençages de la promenade. Pikionis pointe de cette manière l'expérience de l'espace à travers des pauses de contemplation, des rencontres. De nombreuses métaphores et symbolismes structurent le projet, comme celle par exemple ici du rappel discret de l'eau, comme le caniveau où Pikionis négocie constamment les limites entre le projet et la roche. Les matériaux lui-même, les détails de mise en œuvre n'ont pas d'importance pour l'architecte. Ce qui mesure l'importance de l'œuvre est la manière avec laquelle tous ces aspects provoquent finalement une expérience émotionnelle qui donne un sens. C'est là où Pikionis cherche l'universalité de l'architecture. Le séminement sur la colline de Philopapos et l'aire des Jeux à Philotei, un autre projet de Pikionis qu'on voit ici à gauche, sont finalement les deux travaux les plus représentatifs de ce que lui, il revendique comme l'œcuménicité locale. La lumière a créé ce monde. La lumière les préserve et les féconde, écrit Pikionis en 1935. Le climat d'Attique, le contraste intense de lumière, d'ombre, guide Pikionis dans son œuvre. Il travaille avec des contrastes pour créer des graduations d'intensité lumineuse, ayant comme résultat finalement la production de textures et de surfaces qui évoluent sous la lumière méditerranéenne. Le projet s'inaugure en 1958 et sera reconnu comme l'une des œuvres paysagères les plus importantes en Europe. La démarche interroge la notion du paysage, comme celle-ci a été évoluée au sein de la pensée occidentale et adoptée assez rapidement par les autorités locales grecques. Pikionis revendique l'acte d'une œuvre paysagère modeste, renseignée par son contexte et prête à s'effacer face à celui-ci. Je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai parlé un peu vite, mais on a gagné du temps pour la discussion après. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dimitra. Oui, comme on l'a vu, et je l'ai dit en introduction, le temps du chantier est un temps tout à fait important sur lequel j'aimerais que nous puissions revenir dans la discussion. Alors, on enchaîne. Voilà, les femmes sont ultra efficaces, comme vous pouvez le voir. Donc, notre troisième et dernière intervenante, Laura Girard. Donc, vous êtes architecte de formation et jeune docteur en architecture, actuellement maîtresse de conférences associée à l'ENSA de Toulouse et donc rattachée en tant que chercheur au laboratoire LRA.
Vous avez co-publié un inventaire de l'architecture du XXe siècle de la région Midi-Pyrénées sous la direction de Rémi Papillot, et un guide d'architecture du XXe siècle en Midi toulousain en 2016. Et d'ailleurs, vous poursuivez cette collecte actuellement avec un inventaire du patrimoine plutôt scolaire de la région Occitanie. Alors, vous êtes par ailleurs engagé dans le programme national ENSA 20 que certains connaissent, donc l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle, donc pour l'école de Toulouse, qui est portée à l'école de Toulouse par Enrico Chapelle et Constance Ringon, où j'imagine, mais on n'en a pas discuté, que vous apportez des éclairages sur les enseignements, notamment peut-être techniques de la période sur lequel vous avez travaillé. Et alors, d'ailleurs, la communication que vous nous proposez aujourd'hui s'appuie directement sur votre travail de thèse de doctorat en CIFRE, soutenu donc en décembre 2019 à l'Université de Toulouse, et intitulé « L'architecture en briques en Midi toulousain, 1910-1947, les architectes face au renouvellement technique et culturel ». Et dans cette recherche, vous interrogez la fabrique architecturale à un moment clé, l'entre-deux-guerres élargi, puisque vous intégrez aussi la guerre, où de nouveaux matériaux comme leur mise en œuvre industrielle viennent concurrencer ceux ancestraux hérités du sol local. Ici, l'argile, façonnée et transformée en briques crues et cuites, et employée depuis l'Antiquité pour ériger Toulouse. Votre recherche vise à comprendre comment cette génération d'architectes à la croisée des chemins entre régionalisme et modernisme s'empare ou non de ce matériau, certes ancestral, mais qui a été nié, et vous allez le raconter, durant tout le XIXe siècle. Une règle urbaine datant de 1783 imposant le badigeon des façades de briques et l'emploi général de couleurs claires pour les façades. Et vous reprenez, je dirais, une part de ces matériaux, des matériaux de cette thèse, pour nous raconter dans le cadre de ce colloque ces variations stylistiques et chromatiques du rouge sang au rose syncrétique en passant par le blanc, et les interrogations, voire confusions, que ces attitudes vis-à-vis du matériau traditionnel produisent sur les architectes, entre adhésion sur le temps très long, relégation au 19e et réinterprétation au début du 20e, en particulier par les sociétés savantes locales et le mouvement archéologique, pour faire de la matérialité traditionnelle une identité locale et une image mentale qui est plutôt à l'adresse des touristes, la fameuse ville rose. Donc, dans votre communication qui s'intitule « La brique en héritage », culture matérielle du territoire toulousain, vous revenez sur ces différents moments pour questionner in fine l'intemporalité de la brique, à la fois comme ressource locale et mémoire d'un territoire. Voilà, je vous cède la parole. Très bien, je vous remercie. Bonjour à tous, merci pour cette présentation qui va me permettre aussi de raccourcir l'introduction. Donc effectivement, c'est un travail que j'ai l'occasion aujourd'hui de vous présenter, donc un petit morceau de ma thèse de doctorat que j'ai réinterrogé donc sous l'angle du sol et donc le sol comme culture matérielle, et donc en l'occurrence donc l'argile, le sol argileux, ce sol argileux qui a permis donc la fabrication de la brique, qui est devenue l'élément identitaire de l'architecture toulousaine, identitaire parce que le territoire les carrières de pierre faisaient défaut sur le territoire, donc la brique a été un des matériaux principaux utilisés, ce qui donnait ce que vous avez dit en introduction tout à l'heure. La brique est donc un matériau donné et non choisi. C'est une citation que j'emprunte à Valérie Nègre. Et cette condition du faire avec les disponibilités des ressources et donc de l'argile et des briques sur le territoire va donc donner une expérience de la matérialité qui va donc changer dans le temps, et je vais vous présenter donc différents jalons de la constitution de cette mémoire collective de la brique issue de l'argile. Donc les sols argileux de la plaine alluviale de la Garonne, donc de la Garonne et de ses affluents, donc avec Toulouse plus ou moins au centre de ce système, Montauban, Albi, une partie du Gers, et également les piémonts pyrénéens qui vont donc permettre, avec cette argile, la fabrication de briques à la fois de terre crue et de terre cuite dans le temps. La brique donc, est un matériau donc donné et non choisi qui va être un héritage gallo-romain
dès la fondation de la ville de Toulouse, Tolosa, l'enceinte, les portes de ville, dont vous avez une reconstitution ici, utilisent la brique produite sur place. Une brique qui va hériter aussi ses grandes dimensions, et donc son nom aussi de brique foraine, qui a des dimensions donc assez grandes, 42 cm par 28 cm, et qui va être utilisée, si on avance dans la période médiévale, essentiellement pour les grands édifices religieux. Je vous ai mis ici en exemple la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, mais également la basilique Saint-Cernin à Toulouse et d'autres grands édifices. Donc les édifices religieux et également les hôtels particuliers, dont on a un exemple aussi ici, où parfois on vient convoquer quelques éléments en pierre, notamment pour la réalisation des baies et quelques éléments sculptés. La brique, malgré qu'elle soit produite localement, elle demeure un matériau cher et donc réservé plutôt à une architecture monumentale. Et il faut attendre le XVIe, le XVIIe siècle pour que la construction ordinaire puisse avoir recours à la brique. On est plutôt jusque dans cette période et même jusqu'au XVIIIe siècle sur des villes de pans de bois. Et donc la brique va progressivement arriver et on est dans une période où le goût va être marqué pour la brique rouge. Là où justement l'évolution va se faire au milieu du XVIIIe siècle, il y a une mode du blanchiment des façades qui va se produire. Donc on va appliquer des enduits de ton clair qui vont venir dissimuler les maçonneries de briques. Et l'idée, c'est d'imiter la pierre. Donc j'ai intitulé cette partie du blanc comme la pierre, le discrédit de la brique rouge. On est dans un moment où vraiment la mode est au blanc. Et cette mode va devenir donc règlement urbain en 1783 à Toulouse et également dans toutes les villes du Midi toulousain. Une mode, un règlement qui va être en vigueur une grande partie du XIXe siècle. Et on est sur une manière de considérer la brique de manière péjorative, donc provinciale, face à la monumentalité de la pierre. Et donc il va y avoir cette citation extraite donc du règlement urbain et des discussions qui sont au moment de l'établissement de ce règlement urbain. L'indisponibilité de la pierre réduisait à la seule ressource d'imiter ce genre de construction, plus propre à faire ressortir le bon goût et la véritable architecture. On est véritablement ici dans un moment où on veut imiter la pierre, que ce soit par les enduits ou que ce soit par l'utilisation d'un... Alors, ce n'est pas tout à fait un nouveau matériau, mais c'est un matériau qui va être toujours aux mêmes dimensions que la brique foraine, mais qui va être jaune, de la constitution de ces sols qui vont être plus dosés en chaud, qui vont permettre d'avoir un matériau jaune pâle, jaune rosé, qui va permettre... la construction de nombreux édifices, notamment en ville. C'est plutôt un matériau urbain. Donc le discrédit de la brique rouge va continuer, va se poursuivre. Et c'est notamment, là ici à l'exemple en image, vous avez des immeubles qui sont construits sur les percées qui sont dites haussmanniennes à Toulouse à partir de 1870. Donc on est aussi sur des exemples, et notamment dans l'écriture architecturale qui se rapproche des immeubles parisiens construits en pierre. Donc progressivement, dans le 19e siècle, on va voir que même si cette mode, le règlement urbain sont toujours en vigueur, il y a quand même un changement d'état d'esprit, un changement dans le contexte culturel qui va se former. Et notamment, ça va partir donc de différents faits. J'en ai soulevé deux ou trois ici. La création en 1831 de la Société archéologique du Midi de la France, qui va avoir comme objectif la redécouverte ou la découverte de l'histoire locale. En 1845, on a également la restauration de la basilique Saint-Cernin par Viollet-le-Duc, qui va également remettre d'actualité l'architecture médiévale locale. Et également une période pendant laquelle la littérature va s'intéresser encore davantage à la culture régionale, aux matériaux et donc à la brique. Ce changement culturel, il va se traduire très progressivement par le retour de la brique rouge apparente. Un des premiers exemples, et un exemple important, c'est l'aile qui est dite Darcy du musée des Augustins, qui est dessinée par Viollet-le-Duc et dont le chantier est repris à sa mort par Darcy. C'est un bâtiment donc, qui est construit à l'angle en fait, des deux percées donc, haussmanniennes, où on voit sur cette carte postale que l'ensemble des édifices qui sont autour du musée sont toujours revêtus de ces enduits blancs ou de construction en briques jaunes. Et donc cet édifice en briques, utilisant également la pierre, va finalement ouvrir la voie
à ce retour de la brique rouge apparente, qu'on va retrouver également dans des hôtels et des immeubles de rapport qui vont être construits à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. La pierre également qui peut y être associée. Et là, les architectes et les constructeurs vont utiliser les références, ils vont utiliser en modèle les hôtels particuliers médiévaux et Renaissance de Toulouse pour réaliser ces compositions de façade. Si la brique rouge elle revient, on va voir qu'elle va formaliser aussi une identité donc méridionale. On va voir dans ce matériau l'identité toulousaine. Ça va être aussi très progressif, mais c'est aussi une des prises de position des architectes et également donc, des sociétés savantes dans ce tout début du XXe siècle. L'Association des Toulousains de Toulouse va être créée en 1904 et va également développer une revue qui s'appelle l'AOUTA en 1906, qui va se donner comme objectif d'être un outil de revendication et de sensibilisation à la conservation du patrimoine. Et donc, ils vont, au travers de différents articles, je vais y revenir après, argumenter pour le retour de la brique rouge. Cette revendication patrimoniale, elle va se poursuivre dans l'entre-deux-guerres, notamment au travers de différentes actions. Il y a une société des artistes méridionaux qui est en place depuis la fin du 19e siècle, davantage novatrice avant 1914, qui va avoir tendance à s'essouffler dans l'entre-deux-guerres. On a également cette revue Art méridional qui est créée par l'architecte Jean-Louis Gillet, qui va mettre en avant, au travers de cette publication mensuelle, les réalisations des architectes locaux, donc aussi pour en faire la publicité vis-à-vis des entrepreneurs, mais également des articles plus historiques. On le voit ici sur Fenêtres d'hier et d'aujourd'hui, où on va aussi proposer des promenades aussi dans différentes villes de la région. Cette identité méridionale, elle va aussi se retrouver justement dans le slogan qui va être développé à des fins touristiques, donc Toulouse Ville Rose, qui est un slogan qui se développe au tout début du XXe siècle, avec ici notamment 2 guides issus de la maison d'édition La Bouche, dans les années 1910. Jusqu'à présent, l'image de la ville de Toulouse était négative. On voyait l'intérêt des grands monuments, mais moins l'environnement bâti autour de ces monuments. Et on va essayer de développer à travers ces guides touristiques une image plus positive de la ville, et notamment en allant vers ce Toulouse Ville Rose qui s'appuie sur des représentations poétiques de la ville qui sont développées dans la littérature. Alors, très rapidement sur cette image de ville rose qui ne va pas satisfaire tout le monde à ce moment-là, notamment certains auteurs dont Armand Praviel vont plutôt lui opposer une Toulouse rouge, plus ardente, plus politiquement marquée. Le rose sera retenu plutôt comme en tout cas en ce qui concerne plutôt l'architecture, comme une synthèse des nuances des couleurs de la brique, sous les différentes lumières, sous les différentes saisons traversées par la ville. Et en avançant dans le temps, dans les années 1940, on va voir se développer la brique rouge sous un angle patrimonial. Et la brique rouge qui va être utilisée, alors il y a plusieurs exemples d'édifices construits, des édifices neufs construits dans les années 30 qui utilisent la brique rouge dans le centre-ville, et alors que la ville reste une ville relativement blanche, toujours héritée de ces règlements de la fin du XVIIIe siècle. Et les Toulousains de Toulouse vont, au travers de leurs publications, revenir sur le passé de la ville et notamment s'interroger sur cette mode du blanc qu'il y a eu un siècle plus tôt. Et donc, par exemple, cet article, comment nos façades roses devinrent blanches. Il y a chez eux la volonté de faire prendre conscience à leurs lecteurs que cette mode qui à un moment existait pourrait revenir un jour, et ils veulent, au travers du plan d'aménagement qui est en train d'être réfléchi à l'échelle de la ville, pouvoir mettre dans les règlements justement une imposition de la brique rouge dans les futurs projets, que ce soit en restauration ou dans des édifices neufs. La revue se fait aussi l'écho des différentes restaurations d'immeubles qu'il peut y avoir. On est en 1942 là, sur ces différents articles. Très régulièrement, dans leurs publications, on voit des immeubles à telle adresse qui entreprennent des travaux de restauration et donc de décrépissage, qui enlèvent les enduits et qui remettent à jour la brique rouge naturelle.
Donc il y a vraiment pour eux l'idée de vraiment argumenter le fait de retirer les enduits. C'est début des années 40, donc l'année 1942 qui est aussi particulièrement chargée en différents événements, publications. Également la création d'un office d'histoire et d'esthétique de la ville, un service municipal qui a pour but de gérer la conservation et la valorisation des bâtiments. À la fois donc bâtiments existants, mais on va voir aussi que la recommandation de la brique rouge, à la fois pour les restaurations, mais également pour l'architecture neuve, donc contemporaine pour cette époque, va devenir plus qu'une réglementation, va devenir à la fois une règle tacite, mais bientôt une règle qui sera appliquée, où en vis-à-vis de monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France va demander à ce que la brique soit utilisée. On va être plutôt pas sur une brique qui va être traditionnelle, on va être sur ce qu'on appelle une briquette. Donc c'est une brique très fine qui est plaquée en façade, et cette imposition va finalement devenir une contrainte pour les architectes, et on va voir que finalement, au lieu d'aller vers d'aller vers de l'innovation, on va plutôt freiner toute innovation, et on va plutôt rester sur cette contrainte de l'emploi de la brique rouge. Donc je viens là pour cette dernière diapositive sur une conclusion, un grand pas jusqu'à aujourd'hui pour voir cet héritage. Deux temps, celui à la fois de la restauration des immeubles aujourd'hui en centre-ville, où on voit des exemples ces derniers temps qui se multiplient, alors à Toulouse mais également à Montauban, d'immeubles qui sont restaurés justement selon les couleurs d'origine de la construction de l'immeuble, donc en blanc, donc quelque chose qui revient très régulièrement, qui a fait d'ailleurs, qui alimente aussi cet article qui est paru il y a quelques jours sur Toulouse, ravalement des façades, la ville rose redeviendra-t-elle bientôt la ville blanche? Alors c'est très ponctuel, c'est assez mineur finalement dans la ville, mais en tout cas ça suscite suffisamment d'interrogations dans l'opinion pour nourrir cet article. Et également le pas dans l'architecture contemporaine, où on a cet édifice Toulouse Business School qui a été doublement récompensé à la fois par l'équerre d'argent et le Pritzker Prize pour les deux architectes qui l'ont conçu, où on est sur un édifice, une écriture contemporaine qui allie béton et la brique traditionnelle, qui a été produite localement juste à côté de Toulouse, et pose la question justement finalement c'est des architectes qui sont j'allais dire étrangers à Toulouse, qui viennent ici construire avec un matériau local, là où les architectes locaux ont plutôt tendance à moins l'utiliser. Alors aujourd'hui, peut-être ça recommence à venir, notamment par la terre crue, un peu moins peut-être par la terre cuite, mais peut-être dans les années à venir, accepter, je concluais, et vous l'avez rappelé, d'accepter cet héritage pluriel permettrait de dépasser justement, c'est peut-être cette contrainte qu'il y a eu au milieu du XXe siècle, et de vraiment considérer le caractère intemporel de la brique de terre cuite pour pouvoir l'utiliser dans une écriture tout à fait contemporaine dans les années à venir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je redemande à Julie et Dimitra de revenir à la table pour engager un échange ou en tout cas faire des résonances entre vous trois. Peut-être y a-t-il d'abord une question dans le public sur ces trois présentations. Oui. Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. J'avais juste une réflexion. Je me demandais si la question du sol qui a été introduite par vous, en fait, en définitive, n'était pas une manière de réintroduire dans l'architecture la question du temps. Je me demandais, en particulier, si, pour l'intervention de Julie Bottet, si les lieux de collecte, au fond, n'étaient pas une forme d'ombilique, une méditation sur l'origine, l'inscription, en tout cas dans l'architecture, d'un temps à rebours, contre le deuxième principe de la thermodynamique. Et puis, et quant au sol, dans les travaux de Dimitri Pikionis, si le sol, si le chemin n'était pas le temps lui-même, au fond. Je me suis demandé si Pikionis nous mettait pas en situation de marcher non pas dans l'espace, mais sur le temps lui-même. Je me suis... Voilà. Merci.
Merci pour cette question. Donc effectivement, d'ailleurs Julie l'avait évoqué, ces 3 temps, le temps du matériau, le temps du chantier, le temps des récits, mais ce sont des intrications de temps. Et effectivement, à travers la matière prévue comme ressource, c'est un mélange des temps. Alors, qui veut peut-être répondre sur cette question d'entremêlement des temps? Dimitra. Ah oui, là. Merci. Oui, merci pour cette question. Effectivement, je pense que Julie aura aussi beaucoup de choses parce qu'on est dans le chevauchement de sel et de temps. Moi, dans le travail de Dimitri Pikionis, en fait, il y a 2 dimensions temporelles que je trouve intéressantes. Il y a d'un côté, on a le temps réel du chantier, le temps du projet. Et ce temps-là est mis en négociation. Dans les travaux de Salima Naji, aussi dans les travaux de Dimitri Pikionis, parce qu'il y a un autre séquençage. C'est des temps qui a parlé ce matin, Élise, d'une échelle longue des temps. Donc en fait, c'est des temps qui sont différents par rapport à ce qui, à l'époque en tout cas, était la norme. Sur un chantier. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est le temps, comme Dimitri Pikionis mobilise en fait la notion du temps, comme le temps comme l'époque, en fait, l'époque dans laquelle on vit. Et ce que vous dites est très juste parce que justement, en fait, à travers ces aménagements, que lui, par ailleurs, il détestait le mot aménagement, la traduction, c'est assez intéressant. On n'a pas une traduction assez concrète en grec du terme aménagement. Donc j'ai eu du mal aussi à faire la traduction de certaines choses. Donc Dimitri Pikionis, en tout cas, il disait que ces cheminements, c'est finalement une sorte de narration du paysage de la colline, du paysage d'Athènes, une narration dans le temps, une sorte d'aller-retour, un regard itératif entre ce qu'on vit maintenant et ce qu'on peut avoir comme mémoire du lieu, d'un temps autre, d'un temps auquel on n'a pas vécu. Donc il jouait énormément sur cette échelle, la notion du temps. Je ne sais pas, je laisse la parole à Julie pour... Ouais, je vais un peu rebondir aussi là-dessus. Donc, chez Salima Naji, il y a aussi la question de l'architecture traditionnelle. Donc, il y a un rapport au temps par rapport à ça. Mais je pense que dans l'architecture de collecte, c'est pas vraiment ce qui est le plus important, enfin le plus intéressant. C'est plutôt la relation du sol et des matériaux. Donc, vous avez dit que le sol était un prétexte à faire une réflexion sur la temporalité, mais c'est pas tant le sol que le rapport entre et l'enchevêtrement du sol et des matériaux et la forme de circularité et d'enchevêtrement qui s'institue entre les deux. Et c'est pas une recherche vraiment de l'origine, mais c'est pas une quête d'un temps révolu ou de l'origine des choses. C'est plutôt voir comment sol, matière, matérialité, matériaux, tout ça a une épaisseur temporelle et historique. Mais c'est pas une historicité originelle, c'est plutôt un processus en train de se faire. Et donc, du coup, pour la question de la narration, qui est aussi super importante, on en a parlé hier aussi et ce matin, et la narration, c'est aussi un moyen de mettre en évidence toutes ces temporalités. Et par exemple, dans ce que Tim Ingold dit du faire, notamment architectural, il parle du lien entre la matière et les matériaux. Il dit que quand on mobilise quand on mobilise de la matière pour en faire des matériaux, on ressort la matière du cul-de-sac où elle avait abouti pour la réinscrire dans une nouvelle histoire. Donc il y a toujours ces histoires d'histoires qui se relancent les unes les autres, qui se récupèrent et qui permettent justement de décrire ou de suggérer cette complexité temporelle. C'est pour ça que vous parlez d'architecture vivante, puisqu'elle est changeante, sans cesse changeante, réadaptée, transformée. Et on voit bien aussi la question du geste,
des savoirs et des savoir-faire qui sont inscrits dans ces projets. Donc, moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette question du temps du chantier qui est tout à fait importante dans les deux premiers projets, même si vous n'en avez pas parlé, mais on aimerait savoir aussi pour Toulouse comment les architectes ont travaillé, déjà comment on leur a enseigné, c'est pour ça que je revenais sur le projet N-Savin, mais comment on a enseigné le fait d'utiliser un matériau local ou non au sein des écoles d'architecture, qui ne s'appelaient pas comme ça à l'époque, mais voilà. Est-ce que ce matériau était renié ou était enseigné? Comment était faite leur mise en œuvre? Est-ce qu'il y avait une part d'expérimentation où l'architecte avec les artisans faisait peut-être voilà, oui, de l'expérimentation. Donc voilà, on voit bien que chez Piccionis, non seulement il demande aux commanditaires de le laisser libre de faire, mais il laisse aussi libre les tailleurs de pierre donc qui récupèrent ces matériaux qui sont en train d'être démontés par ailleurs, hein, c'est bien ça, mais d'avoir à nouveau une action sur eux, c'est-à-dire ils ne sont pas juste incrustés. Il y a un calpinage finalement assez savant quelque part, mais où il y a la main. Et il leur laisse eux-mêmes, lui-même, il leur laisse une grande liberté de faire. Et d'ailleurs, on voudrait savoir, mais ça, je ne sais pas si vous êtes allé à comment le chantier véritablement était mené. Est-ce qu'elle le décrit, Salim Anaji, et comment se fait cette collecte, quel type de matériaux, quel type de mise en œuvre est faite? Parce que vous parliez d'une part d'improvisation, voire d'imperfection. Évidemment, quand tout d'un coup, les gestes sont là et quasi présents, visuellement présents dans les projets qui sont faits. Donc, qui veut commencer ? Non, si. Alors, oui, pour répondre à la question, alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai cherché parce que j'avais mis les architectes au centre de la question pour ma thèse de doctorat. Et donc, je me suis posé la question de savoir dans leur enseignement ce qu'ils avaient pu aussi obtenir comme bagage constructif. Alors, j'ai pas eu accès à ce type de document. Donc c'est resté voilà. Donc là-dessus sur la question je peux pas répondre. J'espère pouvoir poursuivre cette recherche, mais à l'école des Beaux-Arts qui conserve les archives et aux archives municipales aujourd'hui qui détiennent les archives administratives, j'ai pas trouvé d'informations sur ces questions-là. Des architectes qui commençaient leur formation d'ailleurs à Toulouse et qui ensuite la finissaient à Paris pour ceux qui étaient diplômés. Donc sur cette question-là, j'ai pas d'informations. Après, sur une chose dont je n'ai pas parlé, c'est vrai que la brique traditionnellement utilisée à Toulouse, c'est donc la brique foraine. Et dans la période que j'ai étudiée, il y a en fait l'arrivée qui est considéré comme un nouveau matériau. C'est en fait ce qui est appelé la brique. Alors à Toulouse, c'est appelé comme ça. C'est appelé la brique du Nord, qui dit bien aussi son nom. C'est qu'en fait, c'est une brique qui ne vient pas localement. Pour autant, elle est fabriquée localement pour la majorité, mais elle vient en fait, en tout cas ses dimensions viennent du Nord, c'est une brique plus petite. Et là où ça va introduire un renouvellement, et notamment constructif dans les bâtiments, c'est que là où traditionnellement on construisait des maçonneries et donc massives, des murs assez épais en briques traditionnelles, on va commencer, et aussi parce qu'il y a de nouveaux matériaux qui arrivent comme le béton de ciment, on va commencer à utiliser la brique comme un parement et comme un remplissage d'une autre structure. Et donc on va aussi se tourner, en tout cas dans certains cas, vers d'autres modèles architecturaux, d'autres écritures qui peuvent être construites à Paris, même ailleurs en Europe. On a un exemple aussi de filiation peut-être plus Pays-Bas. Mais donc voilà, sachant qu'après, il y a quand même dans cette période, notamment aussi avec le régionalisme et la volonté aussi de défendre l'identité méridionale, d'essayer, pour certains, de continuer à utiliser la brique foraine dans une construction massive qui va même aller jusqu'en les années 40, la volonté pour lutter contre l'uniformisation des matériaux, et bien de continuer à lutter pour l'emploi de la brique foraine face à cette brique du Nord, donc qui maintenant finalement va devenir la norme. Et donc ce débat finalement va se tarir au moment de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la reconstruction,
où finalement le matériau local va progressivement disparaître de la construction. À travers le chantier, il y a aussi évidemment la question des acteurs. Donc, on en a parlé, mais qui replace. Il y a une autre définition finalement du rôle de l'architecte. Donc, j'aimerais bien que vous reveniez sur ça. L'architecte face ou avec. Plutôt avec des artisans et des habitants. Oui, justement, Géraldine, c'était exactement ce que je voulais dire par rapport à la question sur le temps. Il faut le dire qu'aujourd'hui, ça ne serait pas possible de faire un projet comme celui que Piccionis a fait dans les années 50. Et il faut encore dire que dans les années 50, à Athènes, c'était seulement Piccionis qui a pu faire ce projet à sa manière, parce que derrière, je ne l'ai pas dit à la présentation, mais ça se voit à travers plusieurs correspondances qu'il a avec les hommes politiques de l'époque, il a eu le soutien presque personnel de Konstantinos Karamanlis, qui était d'abord un ministre des Travaux publics et par la suite Premier ministre. Donc en fait, tout ça pour dire que, oui, on a vu ici quelques fragments avec une certaine poésie à une œuvre majeure, mais finalement, moi, après les quelques recherches que j'ai faites sur le sujet, je découvre que ce projet a pu être réalisé parce que derrière, il y a eu une force politique très rare qui soutenait Piccionis le même moment où Athènes, quelques mètres à côté, le centre d'Athènes, se détruisait pour toutes les maisons néoclassiques. Et il y avait un autre temps, justement, très accéléré de transformation de la ville. Donc ça, pour moi, c'est très intéressant. Comme au même momentum, en fait, historique, grâce à, ou je ne sais pas si c'était grâce, en tout cas, il y a eu une posture politique très, très, très ferme. On laisse Piccionis à faire comme ça. Et juste à côté, toute Athènes est rasée, toutes les maisons néoclassiques du 19e siècle est rasée pour des immeubles avec tous les systèmes qu'on connaît tous grossièrement, des reconstructions. Donc en fait, ces deux temps-là sont parallèles. Et ça m'intrigue toujours encore aujourd'hui, quel mécanisme ça a pu être réalisé. D'ailleurs, Thiomis le redit, peut-être pour l'ensemble de l'œuvre de Piccionis, mais donc peut-être pas dans le cas de cette promenade-là qui a été peut-être plus documentée. Mais c'est vrai qu'on voit que cette carte blanche laissée à Piccionis, elle pose des questions sur effectivement le commanditaire, jusqu'où il va. Il y a aussi la question de la rémunération des entreprises, qui sont-elles, sur quel temps elles ont eu pour faire le projet. Donc on voit bien, c'est quand même un projet absolument à part. Qui sera peut-être le deuxième temps de notre débat sur comment on transmet ça et est-ce que c'est reproductible. Mais on la garde pour tout à l'heure. Donc, Julie, sur cette question de l'architecte par rapport aux autres acteurs. Ouais, mais je peux quand même donner des éléments de réponse à la question suivante. C'était dans entremêle. Ouais, du coup, ce qui est, pour répondre un peu à toutes les questions par rapport à ce que propose Salimanaji. Donc, pour les matériaux, c'est des matériaux locaux. Donc, du coup, il y a de la pierre, mais je me rends compte de la pierre, de la terre et du bois. Je me rends compte que je me suis pas renseignée sur quelle sorte de terre c'était, mais voilà. Et il y a surtout un enjeu de transmission des techniques traditionnelles. Du coup, les chantiers sont aussi l'occasion de réactiver des savoirs ancestraux. Du coup, elle insiste beaucoup là-dessus. Et ça participe de la forme d'improvisation qu'il y a sur le chantier, puisque c'est aussi le lieu d'un apprentissage pour raviver ces formes de techniques-là. Et donc, l'improvisation, elle se fait par pas mal de discussions, par des partages de connaissances. Et on parlait de la remise en cause de la figure de l'architecte. Mais je trouve que, si je peux me permettre une critique de cet ouvrage-là, c'est que Salimanaji, elle pose cette relativisation, mais elle ne la pousse pas assez loin. C'est-à-dire qu'elle dit, oui, il faut remettre en cause la figure de l'architecte, il faut que tout le monde participe, les habitants, les maçons, tout ça. Mais quand même, l'architecte, ça doit être le garant.
Voilà. Du coup, il y a toujours ces formes de... Je ne suis pas architecte, du coup, je peux rien de le dire. De « Ah non, quand même, nous, c'est important et heureusement qu'on est là », ce qui est vrai. Mais du coup, ça relativise un peu son propos-là, qui était un peu intéressant, de comment est-ce qu'on peut vraiment travailler ensemble sans dire que heureusement que l'architecte est là, ce qui n'est pas faux. Donc ça m'a un peu laissé sur ma faim par rapport à tout ça. Alors, le garant de quoi ? Je ne sais pas, mais je cite là, l'architecte est le garant des lieux. Le garant des lieux. Le garant des lieux. Il faudrait que je retrouve la page. Parce qu'effectivement, il passe de sachant à... alors, justement, quel est son rôle et comment est-ce que Piccionis lui-même, il définit son rôle dans ses écrits et dans son autobiographie ? Il ne définit pas son rôle, mais il définit, dans son premier texte qui envoie à l'État avant le démarrage des travaux pour Filopapou, il dit, en gros, il ne faut pas qu'on avance rapidement, il faut d'abord qu'on réfléchisse. Et moi, personnellement, j'ai une énorme responsabilité par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc, il ne définit pas réellement le rôle d'un architecte parce que lui, en plus, il a une sorte de conflit avec le mot architecture parce qu'il n'était pas diplômé en architecture. Il est un architecte, enfin, il a fait des études en peinture, en sculpture, il a un diplôme d'ingénieur et après, c'était une autre époque, à l'école d'architecture au sein de l'école polytechnique, on est au début du XXe siècle, c'était possible de commencer à enseigner dans les grands ateliers sans avoir un diplôme. Donc en fait, lui, avec ses expériences, il a commencé à enseigner en école d'architecture et comme ça, il était titularisé jusqu'à la fin de sa vie. Mais en fait, il n'est pas architecte et il ne se définit pas comme architecte. Donc à aucun moment, il parle du rôle d'architecte. Mais par contre, chaque fois, il parle d'une manière de l'importance de l'architecture, enfin les regards, même pas. Il nomme très rarement en fait les mots architecture. Chaque fois, il parle du topos, l'acte d'architecture, enfin acte architectural, acte paysager, mais très rarement l'architecture. Et ça, c'était aussi quelque chose qui m'a intriguée en lisant les textes de Piccionis. Donc, par rapport à son rôle, Salima Nazi, elle vient aussi d'une, comment le dire, c'est pas n'importe qui, c'est-à-dire c'est pas une archi lambda qui est allée, elle vient d'une certaine bourgeoisie intellectuelle, je ne sais pas si on le dit comme ça, du Maroc, où elle a eu en fait le luxe d'aller là-bas, c'est son choix d'aller là-bas et de faire ce sentier avec beaucoup de passion. On a collaboré à un moment dans le cadre d'un enseignement, donc c'est pareil, ça revient sur ce que Géraldine disait, que derrière tout ça, chaque fois, c'est où on se place par rapport à un contexte politique, un contexte d'acteurs. Et quand elle parle de garant, je sais pas, j'ai fait une hypothèse, mais c'est par rapport au lieu, les garants du chantier, parce que c'est des relations de coutume très complexes. Donc chaque fois, il fallait avoir quelqu'un pour garantir le bon déroulement des travaux sur place. Pardon, j'ai beaucoup trop parlé. Il y a une question à vous poser au sujet de Piccionis. Est-ce que vous nous avez montré beaucoup de photos aujourd'hui, beaucoup de croquis, mais des plans. Est-ce qu'il y a des plans d'exécution ou des plans, ou même un plan masse? Bon, on voit le plan d'ensemble, mais malgré tout, dans le travail d'architecte, il y a ça. Il y a une transmission de documents, des outils très très précis. Donc, voilà. Est-ce que vous avez retrouvé quelque chose en faisant vos recherches? Alors, il n'y a pas dans les archives, il y a quelques sources en fait. Il y a les archives du musée Benaki, il y a quelques archives dans l'organisme du tourisme à Athènes. Il n'y a pas un plan de masse dans la notion d'aujourd'hui. Un plan de masse, il n'y a pas. Il y a un fragment de plan que j'ai montré en noir et blanc, si vous vous rappelez. Il y a des fragments de plan, mais il n'y a pas un plan global. Et ça, c'était dès le début les points de conflit entre
tous les services techniques en fait, du ministère des Travaux publics, Karamanlis, qui soutenait à fond Pikionis, et Pikionis qui refusait de donner un plan. Ça, c'était très problématique parce que même aux années 50, à Athènes, il fallait un plan de masse pour engager les entreprises, avoir des prix en amont et pouvoir entamer les projets. Et c'était par là où tout le conflit a commencé. Et au fur et à mesure, Pikionis refusait chaque fois, et chaque fois, les projets avançaient et il donnait des fragments de plans. À ma connaissance, parce que je fais les archives qui existent aujourd'hui à Athènes, il n'y a pas un plan de masse. Il y a des plans en très mauvaises conditions que je n'ai pas pu photographier. Dans les ouvrages publiés en grec et en français, il n'y a pas un plan. Enfin, il y a les 2 ou 3 images que je vous ai montrées, les fragments. Donc, c'est ça aussi une autre particularité de ces projets. Comment il a fait vraiment avec les maçons, petit à petit, en donnant chaque fois des esquisses entre plan et perspective de ce que lui, il imaginait chaque jour sur place. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que sa manière de travailler sur place, chaque jour, il allait là-bas avec une équipe, pas encore un luxe. C'est-à-dire c'est lui qui l'a choisi son équipe et il a appelé un par un les maçons de toutes les régions en Grèce pour ces projets en particulier. Ça, ce n'était pas non plus la norme dans l'autre travaux publics en Grèce. Donc, c'est assez utopique, ces projets. Oui, parce que quand on dit plan, on dit coupe, enfin, on dit énormément de choses, parce que là, il y a quand même toutes les fondations. C'est pas fait. Il y a des ouvrages techniques. Frédéric ? Merci pour vos 3 présentations qui m'ont passionné. Mais par rapport à Pikionisme, j'ai 2 remarques. J'ai une remarque, c'est un témoignage, et puis une remarque sur Pikionisme. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je pense, dans le résultat plutôt, parce que je pense que les plans ils sont faits après, en fait, puisque ils sont pas prédéfinis, pardon. Et donc quelque part, ce qui fait l'originalité de ce travail, enfin, la plasticité de ce travail extraordinaire, elle est quand même, et qui permet d'impliquer les acteurs que sont les paveurs et les maçons, etc. C'est aussi le choix de l'hétérogénéité des sources, quoi. C'est-à-dire puisqu'on parle de la ressource du sol, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on ne soit pas sur un système standardisé. Parce que même dans, j'allais dire, l'architecture des sols vernaculaires, il y a une sorte de protocole et de série de protocoles de pavage et de standardisation du pavé qui fait qu'à un moment donné, entre guillemets, la créativité est relativement limitée. Là, excusez-moi, je suis tellement enrhumé avec le froid. Pas du tout. C'est l'hétérogénéité qui permet ça. C'est ça qui est magnifique, que le fait qu'il y ait des fragments qui viennent de sources extrêmement différentes. De sources, de dimensions, de types de matière, effectivement. Quand tu dis que c'est lui qui a choisi son équipe, et donc il ne livre pas de plan préalable, ou en tout cas de manière au fil de l'eau, on va dire. C'est un chantier au fil de l'eau, où la conception se fait quasi sur le chantier. Est-ce que tu as retrouvé des fragments de comment ça se faisait justement sur le temps d'une journée ou d'une semaine entre ces artisans? Est-ce qu'il leur donnait des consignes ou il les laissait vraiment faire à partir d'un tracé qui était défini? Le tracé, il était quand même défini, mais on voit bien qu'à des moments, il met en valeur l'eau. Donc il y a des moments qui doivent être quand même assez précis et d'autres peut-être plus indifférenciés, je ne sais pas. Donc à quel moment est-ce qu'ils ont totalement carte blanche tout le temps? Il est là sur le chantier? Est-ce qu'il est là tout le temps sur le chantier? Je te laisse répondre. Oui, il est là tout le temps sur les chantiers, et ça, c'était aussi une autre source de conflit entre une sorte de bureaucratie grecque de l'époque, c'est-à-dire que Pikionis, il était très mal vu
par les ingénieurs et les architectes au centre des services techniques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé après, en fouillant dans les archives. À ma tête, jeune étudiante en architecture, nous, Piccionis, c'était les b.a.-ba. Enfin, les études commencent à l'école d'Archi à Athènes avec Piccionis. Donc, dans ma tête, c'était un peu naïf à l'époque. Je me disais, bon, Piccionis, les années 50, toute la société soutenait Piccionis. Ce n'était pas du tout le cas, en fait. Et même les archis, le confrère de l'époque, ils étaient très méfiants par rapport à ce que Piccionis soutenait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Grèce, dans les années 50, il y a toute une tendance de suivre le mouvement moderne. Donc les architectes de l'époque défendent ça. Et Piccionis, il est le seul qui sort et qui dit, en fait, écoutez, non, ce n'est pas le mouvement moderne qu'on va faire ici, et c'est quelque chose d'autre qu'il ne définissait pas comme courant. Donc il était très marginal, et ça, c'était très mal vu. C'est la nature humaine, je ne sais pas. Il ne rentrait pas dans les cases, et c'était très mal vu. Et pardon, je n'ai pas répondu à ta question, Géraldine. Justement, dans un chantier comme ça, très expérimental... Oui, s'il était tous les jours. Il était tous les jours. Par contre, les maçons, enfin les artisans, ils n'avaient pas carte blanche. C'est-à-dire, lui, il était tous les jours ici, et c'était un dialogue. Donc, d'après ce que je lisais, il était là, il marchait avec eux, il dialoguait, il disait, voilà, ici, on les place comme ça. Il y avait les maçons du nord de la Grèce, des maçons les tailleurs de pierre, qui lui disaient, à mon avis, on peut les placer comme ça. Oui, tu as raison. Oui, non, tu n'as pas raison, j'ai senti autre chose. C'était vraiment un dialogue jour par jour et avec le politicien qui arrivait à donner eux aussi leur avis sur les temps du chantier, mais pas sur le contenu. Tu as repris tes... Non, moi je pense que je ne vais pas y arriver quand même, mais non, ce que je voulais dire aussi, parce qu'on s'est posé la question, est-ce que c'est reproductible, et si c'est une chose qui n'existe plus et tout. Moi, c'était juste un témoignage. C'est-à-dire j'ai fait avec mon équipe. On t'entend pas. Avec mon équipe, pardon, je disais, on a dessiné des hectares, si ce n'est des dizaines d'hectares de sol. Et donc, à la fin, c'est des paveurs qui font, qui est un métier très dur. C'est un métier très, très dur. Parce que c'est à genoux tout le temps, porter des choses lourdes, dans l'humidité, très souvent dans des conditions climatiques difficiles. Donc, c'est vraiment un métier rude. Parce qu'il n'y a pas de préfabrication possible, donc on ne peut pas dire... il y a beaucoup, même la maçonnerie aujourd'hui, c'est un petit peu moins rugueux, quoi. Donc je pense que c'est un des pires métiers en termes de physique. Et il y a un savoir-faire absolument immense, encore aujourd'hui, très très fin, très, très subtil, pas simplement en termes de calpinage, mais aussi en termes de nivellement, etc., etc. Et moi, j'ai toujours connu l'expérience du dialogue et de la suggestion du paveur en disant oui, mais si on faisait comme ça, ce serait plus simple, on pourrait faire comme ça, puis si on le met comme ça, etc. Parce que je pense qu'ils ont une manière de, justement par rapport à la dureté du métier, une manière d'essayer de réfléchir sans cesse à qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et comment en fait ce sol se fabrique, comment on peut arriver à rendre les choses plus faciles finalement, plus simples, plus naturelles. Et c'est toujours un dialogue. Enfin, moi, c'est une note positive parce que des fois, on a l'impression de dire que c'était mieux avant. Puis évidemment, Piccionis, c'est différent. Je ne le mets pas du tout dans la même catégorie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce rapport au pavage, là, il est aujourd'hui encore très actuel, je pense. Enfin, ça fait partie, dans l'immense domaine qu'on peut avoir avec les corps de métier divers et variés, peut-être avec les charpentiers, des métiers avec lesquels il y a le plus d'interaction. Alors tu dis qu'il est présent, mais c'est peut-être pas une généralité. Ce dialogue, est-ce qu'il s'établit Il faut se mettre en situation de dialoguer, évidemment, mais si tu sollicites le dialogue, il vient et c'est très très riche et très fertile parce que je pense qu'il y a beaucoup à prendre. Mais tu l'as soulevé, ça nécessite d'être beaucoup sur le chantier. Oui. Pour dialoguer en temps réel et construire en temps réel, ça nécessite d'être là. Il faut être là, ouais. Vu les systèmes des acteurs aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Ni en France, d'après mes connaissances, ni en Grèce. Ça, c'est pas possible, en fait, aujourd'hui, de faire un tel travail. Vu la structuration du chantier aujourd'hui, avec toute la séparation de différents métiers, les temps des chantiers, c'est pas possible. Et à mon avis, ce n'est pas reproductible financièrement aussi. Parce que, en fait, aujourd'hui, où on trouve en France
de main-d'œuvre comme ça qui travaillent. Enfin, à Athènes, en plus, il y avait, enfin, c'était une autre époque, complètement autre époque, mais il ne comptait pas les heures. C'est-à-dire, c'était la figure de Pikionis avec son équipe de personnes qu'il connaissait, les étudiants en école d'archi qui travaillaient. Enfin, tous les modèles, en fait, tous les formats, c'est complètement hors règle aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, ça ne pourrait pas être possible de trouver des main-d'œuvre qu'on paye pour faire. Oui, c'est hors cadre, mais cela dit, il peut y avoir des projets qui sont exceptionnels et qui dépassent des finances qu'on attendrait. Oui. Donc, il y a une mise en œuvre un peu spécifique. Mais donc, il y a le projet exceptionnel, ça c'est le cas de Pikionis. Et effectivement, c'est comment aujourd'hui, on peut ou on ne peut pas, mais ça me paraît très tranché, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ma nature pessimiste. Voilà, non, mais ce que dit Frédéric, c'est créer les conditions du dialogue. Donc, tout est là, et l'architecte a justement cette part-là à jouer. Est-ce que je te voyais, tu voulais rebondir sur quelque chose? Je voulais juste te poser une question, du coup, parce qu'on t'a dit qu'on vous l'enseignait c'est le b.a.-ba de l'école d'archi, mais du coup, c'est un modèle. Et dans ce cas-là, si c'est un modèle, comment Pikionis. C'est pas un modèle, mais ça fait partie en fait de cours d'histoire en architecture moderne grecque. Et du coup, si c'est pas reproductible, comment est-ce qu'on peut Alors, j'ai clarifié. Je pense que en état, c'est pas reproductible. Par contre, je pense que la méthode, à mon avis, ce qu'il y a à gagner et à garder de cette méthode est la notion du temps. Comment on peut aujourd'hui penser différemment les séquençages en fait d'un chantier de ce type. Et deuxièmement, la question justement de complémentarité des disciplines et des compétences sur les chantiers. La méthode, c'est-à-dire c'est la méthode que moi je trouve que c'est l'élément qu'on peut mettre aujourd'hui sur la table du débat pour savoir si on peut reproduire quelque chose d'une telle ingéniosité. Je ne suis pas très objective. Oui, mais ça pose la question de l'expérimentation. Donc, et une part, c'est toi, Julie, qui parlais des allers-retours incessants, mais voilà, avec des éléments d'ailleurs, et une part d'acceptation et d'improvisation, mais aussi de non finito, en tout cas pas peut-être de perfection, mais voilà, qui rentrerait dans les projets de sol. J'ai mangé ce que je voulais dire. Frédéric. Ben non, mais je l'ai mangé. Sur le process aussi, l'inventivité, ça peut être aussi de l'inventivité low-tech. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé sur des chantiers de faire le dessin en discutant avec le paveur, de le faire avec des cordeaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup le laser, à vrai dire, mais on utilise toujours la corde. Et pour tendre, en fait, parce que la question des sols, c'est la question. On voit bien chez les photos que vous montrez de Pikionis, il y a des tensions. Ça c'est réfléchi. Enfin, c'est pas des choses qui sont hasardeuses. Et ça se fait avec un cordeau normalement. Moi, ça m'est arrivé dans des impossibilités parce que parfois, dans des sites comme celui de Pikionis, il y a des complexités. Enfin, on le fait pas en 3D, ou alors on dit qu'on le fait en 3D, et puis on s'éloigne du sol par un modèle virtuel pour après revenir sur le sol dans la mise en œuvre. Mais ça nous est arrivé, nous, d'aller, avant l'intervention des paveurs, tendre des cordes. Et puis après de dire, maintenant, vous avez les cordes, il n'y a pas de dessin, vous en servez comme guide. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi cette question, est-ce qu'on est capable à un moment donné de prendre de la distance par rapport à nos propres outils et de réfléchir à décaler en fait les process, les protocoles habituels, plutôt que de donner un plan AutoCAD en 3D, de se dire on le fait différemment, quoi. Pour justement correspondre à cette espèce de rugosité, d'imprévisibilité du sol, puisque c'est le sujet qui souvent nous échappe complètement, à moins d'arriver avec le Caterpillar et de le remettre à zéro, quoi. Si on part du sol tel qu'il existe, on est obligé d'avoir cette sorte de négociation permanente et donc de changer le cadre des outils. C'est sans doute ce que Pikionis faisait aussi. Oui, le projet part du sol.
je ne sais plus qui d'entre vous trois l'a dit, il surgit du sol et du coup, il faut s'adapter aussi, puisque ces incrustations, c'est plus que des incrustations, elles dialoguent avec aussi la roche telle qu'elle est là. Donc voilà, c'est aussi ces entremêlements de matière, entremêlements de temps, entremêlements de gestes aussi. Je ne sais pas si on a encore, on se donne encore 2-3 minutes. Il y avait une dernière question, peut-être. Est-ce que quelqu'un peut donner le micro ? Merci pour vos présentations. Moi, c'était une question sur le temps, dont on a beaucoup parlé. J'aimais bien, du coup, cette approche au Maroc de l'altérité, de l'acceptation de l'altérité du projet, de ces cycles en fait, de matière. Et sur ce projet de pictionnisme, moi, ce qui me posait question, c'est est-ce que dans son acte artistique, on va dire, ça a été pensé pour la réalisation, mais est-ce que ça a été pensé dans le temps ? Il a travaillé avec toute cette histoire, tout ce temps passé. Est-ce que ça a été pensé aussi dans le temps futur, le temps d'après-projet, de l'altérité, surtout sur les cheminements ? C'est quoi le temps futur ? C'est comment c'est l'après-projet, en fait. Comment, voilà. Et parce qu'il y a eu du passage, il y a eu... voilà. Est-ce que ça a été pensé pour être pensé comme une œuvre terminée, ou est-ce que ça a été pensé comme quelque chose qui va être utilisé, qui va être passager, qui a aussi son histoire à partir du moment où il a été réalisé ? Il n'y a pas une explication ou une précision par rapport à cette question. D'après ma connaissance, je ne l'ai pas trouvé dans les écrits d'Epictionis comment il pense les temps futurs. Mais ce que je peux dire par rapport à votre question est qu'il y a des passages où en fait il révèle son souhait que l'œuvre, oui, il considère que l'œuvre sera terminée après la fin du chantier, mais son souhait est que l'œuvre s'efface dans le temps, ou en tout cas évolue. Pictionis, par sa nature, en fait, il va contre chaque tendance de fixation dans l'espace et dans le temps. C'est pour ça que quand Géraldine a noté, a remarqué, parce que tu as apparemment beaucoup lu sur les sujets, je te remercie, qu'en fait, chaque fois qu'il raconte, il est sur place, il raconte une roche, et ben c'est ce moment-là où il fait un pas derrière, enfin, métaphoriquement parlant. Pictionis, il dit, OK, là, moi, je reste la roche. C'est le projet, en fait, de l'architecte qui va faire la déviation, et pas le topos qui existe. Et c'est cet même esprit, en fait, qui caractérise Pictionis par rapport au temps d'après-projet, en fait. Il ne veut pas, il n'envisage jamais, il n'écrit jamais, en fait, que le projet restera comme ça, à côté de la colline d'Acropole. Il est très, très modeste par rapport à ça, et il pense que dans quelques années, après, il y a le temps long de Pictionis, parce qu'il fait ces allers-retours, ces méga allers-retours entre l'Antiquité, l'aujourd'hui, les symboles, les mythes. Donc, le futur, pour lui, c'est quelque chose où, en fait, le topos et la société vont absorber d'une manière son projet. Je ne sais pas si je l'explique bien. C'est un peu complexe pour moi d'expliquer. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête, mais il y a cette question de, effectivement, est-ce que derrière, il y a quelqu'un qui peut reprendre le projet, le prolonger, soit dans d'autres, ailleurs dans Athènes. Il y a cette question, est-ce que ça s'abîme, mais ces matériaux sont plutôt de qualité, du marbre, qui traverse quand même le temps, mais est-ce que vu que c'est très pratiqué, parce que c'est très touristique, est-ce qu'il y a des zones qui sont entretenues? Est-ce qu'il y a eu un travail dans les archives pour remettre des morceaux qui se sont enlevés, par exemple? Bon, je crois qu'il faut qu'on s'arrête là, ce qui montre que c'était un beau débat. Merci à vous trois pour vos présentations et la suite.